Donc, merci d'être présent aujourd'hui à cette conférence. Je me présente, moi je suis nutritionniste au CEPIA. Puis aujourd'hui, on a la chance d'assister à une conférence donnée par ma collègue Stéphanie Dernay-Dion, qui est aussi nutritionniste au Centre d'expertise poids, image, alimentation, donc le CEPIA. Puis la présentation s'intitule Grossophobie, comment le désir de perte de poids nous déconnecte de nos signaux de la faim et du rassasiement. Cette conférence est une initiative des partenaires de Québec en troubles alimentaires dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires. La présentation va être de 45 minutes avec 15 minutes de questions à la fin. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le clavardage durant la conférence, puis à la fin, on va pouvoir y répondre. Donc, sur ce, Stéphanie, la parole est à toi. Merci, Ellie. Encore une fois, désolée pour les petits problèmes techniques de début. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes là en aussi grand nombre aussi. Donc, pour la rencontre d'aujourd'hui, en fait, c'est ça, je tenais à vraiment amener une autre dimension parfois sur l'aspect de la grossophobie qu'on ne parle pas, mais aussi sur l'aspect de l'alimentation intuitive. Parce que des fois, on oublie un peu que, bon, écouter ces signaux de la faim, du rassasiement, c'est pas nécessairement si simple que ça. Et aussi, on n'est pas toujours conscient non plus de tout ce qui peut être, tout ce qui peut venir interférer, en fait, avec notre capacité à se connecter à nos signaux de la faim et du rassasiement lorsqu'il est question d'une relation troublée à l'alimentation ou quoi que ce soit. Génial. Donc, pour aujourd'hui, c'est ça. Je vais vous parler, en fait, c'est ça, de la grossophobie en tant que telle. On va parler des repères internes. Je vais aussi vous donner une petite définition de qu'est-ce que je veux dire par repère interne. On va parler de la restriction alimentaire et de la restriction cognitive aussi. Je vais parler en fait, comment est-ce que tout ça peut créer des réactions dans le stress, de stress dans le corps, puis de quelle façon la réaction de stress peut amener justement cette déconnexion-là à nos signaux de la faim et du rassasiement. Puis finalement aussi, parce que j'aime quand même donner des trucs concrets, ben, je vais vous parler de quelques stratégies pour rétablir cette connexion-là avec nos repères. Dans ce fond, ça va être une présentation que je vais essayer de garder comme de 45 minutes, puis on va avoir une période de questions de 15 minutes. Comment c'est? Bon, excusez, je gère en même temps les listations. D'accord. Alors, bon, depuis le début de ma carrière, en fait, je me suis toujours questionnée sur ce qui fait que quelqu'un va conserver un comportement nocif, même si la personne est au courant que c'est quelque chose qui est délétère pour sa santé, soit physique ou mentale. Euh, à travers le temps, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, tous les comportements, autant alimentaires que en général, ont une fonction, puis souvent, ça va venir répondre à un besoin qui est soit conscient ou inconscient. Dans le cas des comportements alimentaires, on pourrait penser, exemple, à l'impact qu'aurait de manger ses émotions. Fait que certainement, on sait que manger ses émotions peut entraîner, bon, ouais, toutes sortes de comportements, pas de comportements, mais d'effets nocifs, là, comme par exemple générer davantage d'émotions négatives. Ça pourrait entraîner des problèmes de santé selon comment c'est fait. Euh, donc, en fait, dans ce cas-là, ben, on pourrait dire que la fonction de manger ses émotions serait, par exemple, d'auto-réguler ou de réguler plutôt des émotions qui seraient trop difficiles à tolérer autrement. Donc, par exemple, quelqu'un qui vit beaucoup de colère, mais qui ne se sent pas capable de toucher à la colère, qui ne se sent pas capable de l'exprimer de façon adéquate, pourrait utiliser le comportement de l'alimentation pour justement apaiser les émotions reliées à ça. Euh, un autre comportement nocif, puis on va explorer le plus en détail plus loin, pourrait être, par exemple, d'avoir des restrictions à outrance par désir de perte de poids. Fait qu'on peut, on peut se douter pourquoi est-ce que c'est nocif. Que, par exemple, si on est dans des comportements alimentaires qui sont excessivement restrictifs, ben, ça pourrait entraîner des carences, ça pourrait entraîner
donc des comportements plus de compulsion après. Fait qu'on sait que ça, c'est des choses qui sont négatives, qui sont vécues de façon négative aussi d'un point de vue émotionnel par les personnes. Mais la fonction du désir de perdre de poids serait, par exemple, l'acceptabilité sociale, par exemple, de répondre à des standards peut-être familiaux, de répondre peut-être à une pression sociale, directe ou indirecte, peut-être encore une fois, clairement nommée ou non. Fait que tout ça nous amène à dire que, bon, les comportements, finalement, c'est une réponse adaptative à un contexte donné, qui est un contexte peut-être global ou un contexte peut-être plus circonscrit selon le contexte, encore une fois, selon la situation personnelle de la personne. Fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça. Comme je vous disais, on va essayer de voir ben, comment est-ce que cette menace-là, là, on va vraiment se concentrer sur la grossophobie, puis l'aspect du désir de perdre de poids. Fait que comment est-ce que cette menace-là vient activer notre instinct de survie, puis comment notre instinct de survie, lui, vient entraver notre capacité à reconnaître et respecter nos signaux internes. Puis ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est que le lien pour moi entre justement les stresseurs, la réponse adaptative et l'instinct de survie, ben, j'en ai comme entendu parler beaucoup par Sonia Lupien, que vous connaissez peut-être, là, qui est une vulgarisatrice justement dans tout le domaine du stress. Fait que c'est quelqu'un, en fait, qui fait beaucoup de conférences, elle a écrit plusieurs livres. Puis en fait, là, je la paraphrase ici, mais elle disait que plus on explore les raisons derrière nos comportements, là, elle voyait ça vraiment d'un point de vue scientifique, plus on réalise qu'ils sont profondément ancrés dans notre instinct de survie. Donc, c'est vraiment ça, en fait, l'objectif de la préparation. Alors, prochaine diapositive. Bon, la pertinence, en fait, de cet aspect-là, bon, effectivement, vous le savez, on est dans la semaine de sensibilisation sur les troubles alimentaires, mais ça a un aspect beaucoup plus vaste aussi. Dans le fond, on a Équilibre qui a sondé via l'entreprise de Léger, qui a fait un sondage là, en 2024 sur les Québécois, les préoccupations des Québécois et Québécoises. Bien que ça ne fasse pas nécessairement le reflet, ça ne trace pas nécessairement un portrait fiable, disons, sur toute la population des Québécois, ça nous donne quand même une bonne idée de à quel point le poids prend de la place dans notre société. Donc, on a 73 des répondants qui ont fait quelque chose pour contrôler ou modifier leur poids. On a aussi 60 qui ressentent régulièrement de la pression en lien avec leur apparence physique. On a une personne sur deux qui souhaite maigrir, et ça, peu importe leur poids. Fait que ça, des fois, ça vient aussi challenger des idées parce que des fois, on peut avoir l'impression que c'est seulement les personnes avec un certain poids qui peuvent désirer perdre du poids. On a 48 des personnes qui sont obsédées par le contrôle de leur poids ou de leur apparence, fait qu'encore une fois, proche d'une personne sur deux. On a 37 des personnes qui se sentent coupables de ne pas manger mieux. On va en parler ensemble aussi, là, l'aspect de manger mieux, quel impact est-ce que ça a? Puis, on a 23 des personnes, des répondants qui ont intentionnellement essayé de limiter la quantité de nourriture qu'ils mangent. Donc, encore une fois, ça vient étayer, en fait, l'aspect que la grossophobie est vraiment présente dans notre société. On va en parler plus en détail si vous ne savez pas exactement qu'est-ce que c'est la grossophobie. Puis pour moi, mettons, d'un aspect clinique, ça vient justement appuyer l'importance, en fait, de bien comprendre comment est-ce que cet aspect-là, comment le désir de perte de poids peut influencer, bon, moi, mon travail, évidemment, en tant que nutritionniste, mais aussi chacun d'entre vous, si vous êtes personnellement dans une démarche pour justement vous alimenter peut-être de façon plus saine, changer votre comportement alimentaire, changer votre relation à la nourriture, c'est important de comprendre, en fait, toutes les déterminants. Donc, on entre dans le vif du sujet, désir de perte de poids et grossophobie. Donc, si on commence par une définition, la grossophobie, en fait, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'ensemble de préjugés et de discrimination et aussi d'attitudes négatives envers les personnes grosses. Je tiens à mentionner
aussi qu'au cours de la présentation, je vais utiliser le terme personne grosse, mais vraiment comme un qualificatif neutre. Fait que je veux pas que ça soit perçu comme étant du jugement ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans une optique là, de juste définir euh, ces personnes-là qui peuvent être perçues par des yeux externes comme ayant un corps trop gros. Bon, la grossophobie, si on en revient à ça, elle peut se manifester de façon individuelle, comme par exemple par des jugements personnels, des croyances. Ça peut être basé aussi sur des comportements. Ou ça peut être de façon systémique. Donc, systémique, ça peut être, par exemple, en termes d'infrastructures sociales, comme on en entend souvent parler, les bandes de cinéma, de salles de spectacle, ou ça peut être aussi au sein de certaines organisations comme le corps médical, l'emploi, etc. La grossophobie, c'est un mouvement ou plus une façon de voir les choses qui va venir valoriser la minceur au détriment du corps gros. Et ce qui est vraiment important, en fait, pour nous de bien comprendre, c'est que ça peut être internalisé même par les personnes grosses. Fait que pourquoi est-ce que ça, c'est important? C'est qu'en fait, ça va venir modifier, si on peut dire, la perception que les personnes grosses ont d'elles-mêmes, ce qui va venir affecter, en fait, leur estime, puis aussi peut-être leur capacité à s'affirmer face à certains messages que la grossophobie va véhiculer, puis éventuellement entraîner la personne dans un cercle vicieux où, encore une fois, on va en parler plus loin, mais il va y avoir une dynamique qui va s'installer, qui va éloigner la personne de ses repères internes. Donc, si je vous donne des exemples, donc ça pourrait être bon, un professionnel de la santé qui questionne les habitudes alimentaires ou de pratiques sportives, mais seulement des personnes grosses. Donc, ça serait un exemple de billet médical. Médical, c'est ça, juste au niveau de la santé. Ça pourrait être une compagnie de vêtements de sport qui n'offre que des vêtements allant jusqu'à X large. Donc ici, ben, on suppose que cette compagnie de vêtements de sport-là considère que les personnes portant du 2X, du 3X, du 4X n'est pas digne, n'est pas un fier représentant à avoir pour la ligne de vêtements. Puis finalement, je vous donne un exemple peut-être de pensée qui pourrait être euh, qu'une personne, c'est ça, qui vit de la grossophobie internalisée pourrait dire. Donc, par exemple, je ne peux pas me permettre de donner mon opinion, je ne serai pas prise au sérieux. Fait que ça serait un exemple, disons, d'un stéréotype qu'on attribue parfois aux personnes grosses, qui est que ben, les personnes grosses sont lâches, sont pas intelligentes. Ça, c'est bien malheureux parce que ben, au final, quand on y pense de façon très raisonnée, ben, la personne a tout autant le droit de donner son opinion que n'importe qui d'autre. Donc ça, c'est pour la grossophobie. Sinon, j'ai envie aussi de vous partager un autre. Dans le fond, c'est un schéma, là, c'est un modèle qui a été élaboré par Catherine Cook-Cotton sur la relation positive au corps. Donc, c'est une traduction libre, là, juste pour vous dire, j'ai traduit ça librement, la relation positive au corps. Elle l'appelle The Embodied Self. Donc, dans le fond, c'est une façon un peu d'exposer, moi je l'aime bien, une façon d'exposer un peu comment est-ce que l'image corporelle se construit à l'intérieur d'une personne. Donc, on a ici, là, vous allez voir, je ne sais pas si vous allez voir mon curseur, là, mais du côté gauche de l'écran, on a le monde interne. Donc, le monde interne, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est tout ce qui est les pensées que la personne va avoir par rapport à son corps. Il y a toutes les émotions que la personne peut ressentir face à son corps. Et il y a les sensations. Elle appelle ça physiological, le body. Fait que moi, je l'ai traduit par sensation. Puis, par sensation, ce que je veux dire, c'est vraiment autant justement les sensations de la faim, du rassasiement, mais aussi, bon, ce qui concerne l'aspect alimentaire, les ballonnements, euh, la distension gastrique, tout ce qui est inconfort intestinal. Et ça peut aller beaucoup plus loin que ça.
Fait qu'on peut penser aussi aux sensations de douleur, on peut penser aux tensions liées au stress, on peut penser aussi aux sensations de chaud, sensations de froid. Donc, ça serait ce qui définirait la partie plus physiologique. Donc, la combinaison de ces trois éléments-là vient constituer le monde interne et on a ensuite le système externe que moi j'appelle souvent l'environnement externe. Donc, on a le microsystème qui va être la famille, les amis proches. Il y a notre communauté, fait que les gens avec qui, au, autour desquels on gravite. Fait que, par exemple, les gens avec qui on est au travail, si on fait des activités sociales, ben, ces gens-là, ça peut être aussi les gens qu'on fréquente directement ou indirectement quand on va dans certains endroits, exemple des commerces, cafés, restaurants. Et finalement, on a notre macrosystème qui est la culture ou la société dans laquelle on vit. Fait que, juste pour vous donner peut-être des exemples concrets de comment est-ce que ça vient définir ou non l'image corporelle, je vais vous donner trois exemples. Fait que le premier exemple, ça serait Arnaud, qui viendrait d'une famille qui est préoccupée par l'image. Arnaud a vécu une exposition précoce au régime de par un papa et une maman qui étaient préoccupés par leur alimentation. Arnaud fait de la gymnastique depuis très jeune, donc c'est un gymnaste, et maintenant qui est rendu un peu plus vieux, il est maintenant rendu entraîneur de gymnastique. Donc, si on détaille son monde interne, qu'on voit en fait, c'est que pour Arnaud, de par la façon, de par son environnement externe, aurait internalisé la minceur comme étant un standard, puis il va vivre des émotions qui sont peut-être négatives par rapport à son corps. Donc, des préoccupations sur son image, est-ce que son corps a l'air suffisamment musclé, est-ce que ce qu'il mange va avoir un impact ou non sur euh, son corps. Fait que ça le mène à ignorer certains signaux de la faim, entraîner aussi des fois des envies de manger qui sont ignorées elles aussi pour répondre à certaines croyances qui pourraient aider le maintien de cette image corporelle-là. Évidemment, le fait qu'il soit dans une famille très axée sur l'apparence, que son corps soit aussi, pas son corps, que son sport, pardon, soit un sport qui est axé sur l'apparence, aide pas. Puis le fait qu'il continue à graviter dans ce milieu-là fait en sorte que pour Arnaud, les préoccupations sont très, très fortes, autant au niveau du poids que de l'alimentation. Ensuite, on aurait Justine, deuxième portrait, Justine, qui, elle, a aussi fait de la gymnastique avec Arnaud. Par contre, elle, son image est plutôt positive parce que sa famille portait beaucoup plus d'importance à la performance qu'à l'image. Aussi, Justine, après avoir fini sa carrière de gymnaste, s'est mise à faire du kayak. Kayak qui est un sport dans lequel l'image corporelle n'est pas du tout valorisée. Donc, pour elle, oui, elle vit dans une société, dans une culture où l'image corporelle est importante. Par contre, puis elle a grandi dans un système où l'image corporelle est importante. Par contre, elle avait des facteurs de protection à l'extérieur d'elle, comme sa famille, et maintenant, c'est créé une nouvelle communauté qui est, elle aussi, protectrice. Donc là, on est dans deux extrêmes. Puis, on pourrait aussi donner un troisième exemple qui est Bénédicte, qui est sénégalaise, mais qui a grandi au Québec, qui a aussi fait de la gymnastique et qui suit maintenant des cours de danse. Donc, Bénédicte, elle, a grandi dans une culture qui est mixte. Donc, on sait, des fois, les standards de beauté sont vraiment différents dans certains pays. Comme là, ici, la culture sénégalaise pourrait valoriser certaines formes, pourrait valoriser un poids, un standard de beauté qui est différent que ce qu'on a, nous, ici, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. Euh, Bien qu'elle ait fait de la gymnastique, qu'elle soit dans un état, pas dans un état, mais qu'elle ait grandi dans un environnement qui favorisait aussi la minceur, bien, le fait d'être dans un autre secteur, dans une autre discipline qui valorise aussi
la beauté, mais différents standards de beauté, peut-être que ce que c'était avec la gymnastique. Mais ça vient créer une certaine ambivalence chez Bénédicte, où justement, on peut voir des fois de l'alternance entre des insécurités au niveau de son image, mais où est-ce qu'il y aurait peut-être des facteurs protecteurs aussi, selon le contexte. Donc, j'espère que ça, pour vous, ça vous aide à un petit peu mieux comprendre justement l'aspect de la grossophobie, comment est-ce que ça peut influencer la personne, puis comment aussi est-ce qu'il peut avoir des facteurs protecteurs selon les gens. Donc, si on poursuit, dans le fond, on va se pencher un peu plus sur l'aspect négatif de la grossophobie, puis aussi l'aspect négatif du désir de perdre du poids. Donc, on le sait, on est dans une société où, justement, bon, le- la perte de poids rime souvent avec restrictions alimentaires et augmenter les apports, pas les apports, mais la dépense énergétique. Donc, ce qu'on sait maintenant, c'est que, bon, il y a deux formes bien distinctes de restriction. La première, c'est la restriction qui est alimentaire. Elle a différentes terminologies, cette forme de restriction-là. Moi, je l'appelle, j'ai choisi de l'appeler alimentaire. Et en fait, tout ce qu'on va voir avec nos yeux. Donc, le fait de retirer certains aliments ou groupes d'aliments, par exemple, couper complètement les féculents. Ça pourrait être aussi des apports caloriques qui sont inférieurs aux besoins nutritionnels. Par exemple, sauter volontairement le déjeuner, même si la faim est présente. Euh, Ça pourrait être, ouais. Ça, c'est pour la première forme. La deuxième forme, c'est la forme qui est cognitive, donc la forme qui est invisible. Ça m'arrive souvent là, que je vais me faire dire dans mon bureau, ben non, tu sais, moi, je mange de tout, tu sais, j'ai aucune restriction, tu sais, dans mon garde-manger, j'ai tel aliment, tel aliment, tel aliment. Oui, mais dans le fond, la forme de restriction cognitive, c'est une intention de choisir les aliments ou de contrôler les quantités dans le but de maintenir ou perdre du poids. Fait que j'ai vraiment mis en gras l'intention parce que c'est pas parce qu'on a l'intention de que on le fait pas. Fait que par exemple, quelqu'un pourrait me dire, ben, tu sais, du pain, j'en mange, puis tu sais, je me permets d'en manger, je l'ai réintégré, j'ai fait un travail, tu sais, avec ma nutritionniste, ou est-ce que, tu sais, je sais que c'est pas bon de me restreindre. Oui. Par contre, cette personne-là pourrait quand même maintenir la règle de 2 tranches de pain par jour, pas plus. Puis si elle en mange plus que ça, ben là, la culpabilité embarque. Une autre façon de peut-être déceler la restriction cognitive pourrait être de voir est-ce que pour moi, il y a des bons choix et des mauvais choix à faire, puis encore une fois, dans le but d'atteindre un objectif de poids. Fait que par exemple, euh, quelqu'un pourrait dire, ben, moi, je mange de tout, tu sais, je me permets de manger tel aliment, par exemple, disons un gâteau vachon, OK, pour prendre un exemple concret. Fait que, je peux en manger, tu sais, je me le permets, mais il faudrait pas que ça soit toujours ça. Faudrait pas que je choisisse toujours le gâteau vachon. Pourquoi? Parce que c'est un mauvais choix. Puis si je fais ce choix-là de façon récurrente, ben là, ça va avoir un impact pour mon poids. Fait que cette forme-là, disons celle qui est comme les bons choix, les mauvais choix, peut se ressentir, moi j'appelle ça la police de l'alimentation. Fait que peut se ressentir comme une sorte de loi interne qui vient dire, OK, ben ça c'est correct, puis ça c'est pas correct. Fait que ça vient vraiment moraliser les choix. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que la restriction, en fait, c'est une réponse, encore une fois, comme on disait tantôt, adaptative à la menace que représente le poids corporel. Fait que si on revient en arrière, couper les féculents, comment est-ce que ça se traduit? Ben, ça se traduit comme ben, les féculents sont la menace. Après ça, ben,
réduire les apports caloriques pour qu'ils soient inférieurs aux besoins nutritionnels, ben comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit que ben, si je mange exactement ce que j'aurais besoin ou si je mange plus, ben, j'atteindrai pas mon objectif de poids. Donc, encore une fois, de manger la bonne quantité devient une menace pour le poids corporel. Ensuite, quand on est dans l'intention, ben, manger 2 tranches de plus, c'est une menace. Manger des mauvais aliments, c'est une menace. Manger des aliments qui ont une connotation engraissante, c'est ça notre menace. Donc, avant d'aller plus loin avec le concept de menace, je voulais juste faire une petite aparté sur les repères internes. Donc, je vous ai dit que j'allais vous en parler. Bon, dans les sensations, on en a parlé brièvement. Bon, moi, je définis beaucoup les sensations de la faim, les sensations du rassasiement parce que je trouve qu'il y a différents signaux et que c'est important d'être capable de les distinguer, chacun les uns des autres. Donc, la faim, c'est ce qu'on appelle la faim physiologique. Fait que c'est vraiment basé sur la disponibilité des réserves dans le corps corporel, dans le corps physique, là. Donc, le corps a cette capacité-là d'évaluer selon la glycémie, selon ses capteurs tout au long du système digestif, selon ses réserves. Il est capable d'évaluer, OK, est-ce que je suis capable de me rendre est-ce que je suis capable encore de fonctionner pour un bout de temps ou faudrait tranquillement que j'envoie le signal à mon humain qui serait le temps de se préparer à manger? Fait que la faim physique, généralement, va évoluer d'une faim qui est légère jusqu'à devenir intense selon si on y répond ou non. Fait que ça, c'est une sensation que tout le monde considère comme étant valide. On s'entend. Ce qu'on considère souvent comme moins valide va être l'envie de manger. Fait qu'un désir pour un aliment bien précis. Souvent, là, ça pose un petit peu plus problème. Puis là vient encore une fois jouer le rôle de la menace. Donc, si je reprends l'exemple de mon gâteau vachon de tantôt. Par exemple, la personne pourrait dire, ben, moi, là, le gâteau vachon, là, ça me rappelle des bons souvenirs. T'sais. Quand j'étais jeune, mon père, il revenait de travailler le vendredi, puis il achetait une boîte de gâteaux vachon, puis on mangeait ça, puis on n'avait pas beaucoup d'argent. Puis là, vient tout l'aspect émotionnel, l'aspect social, qui vient justement créer une envie de manger chez cette personne-là. Il peut avoir aussi une certaine forme de conditionnement au niveau du corps, dans le sens où euh, le corps a cette capacité-là à apprendre dans quel genre d'aliment il trouve du réconfort, dans quel genre d'aliment il va trouver tel nutriment, dans quel genre d'aliment il va être capable de trouver euh, plus d'énergie. Fait que ça, c'est toutes des choses qui vont venir moduler les envies de manger pour certains aliments très particuliers. Il y a d'ailleurs Jean-Philippe Zermati, qui travaille pour le gros en France, qui dit dans son livre Oser manger qu'il y aurait quelque chose comme plus de 90% des choix alimentaires qui seraient inconscients. Pourquoi? Parce qu'ils sont stimulés par une envie de manger. Fait que moi, la façon que je le comprends, c'est qu'il n'y a pas de hasard qui fait qu'on a envie, pour souper, on a envie de manger soit du pâté chinois ou soit du spaghetti. Il y a une raison pour laquelle c'est pas le tartare qui est venu en tête. Il y a une raison pour laquelle c'est pas la salade César qui nous est venue en tête. Bien, ça, c'est nos envies de manger qui viennent dicter. C'est basé sur cette capacité-là de notre corps à être capable de savoir de quoi est-ce qu'il y a besoin. Donc, l'envie de manger, très importante quand il est question de repères internes, mais très importante à garder en tête aussi, parce que si on se ramène à tantôt sur la restriction, ben c'est bien rare que quand on fait un régime ou qu'on a des intentions de perdre du poids, qu'on va venir valider les envies de manger. Souvent, on va être plus dans faudrait que je m'empêche de manger ma toast parce que, un peu comme on disait tantôt,
ben j'ai déjà mangé 2 toasts ce matin, puis là, même si j'ai faim puis ça me tente pas de cuisiner, ben faudrait que je me force un peu parce que manger encore 2 toasts, ça serait trop. Donc ça, c'est pour l'envie de manger. Sinon, l'état de satiété, moi, je le définis comme étant l'absence de faim physique. Fait que ça vaut autant pour entre les repas, tu sais, quand on ne ressent pas la faim physique, que quand on est au cours d'un repas, tranquillement apaisé au niveau de la faim physique. Fait que ça, c'est important de le savoir, puis c'est important de l'identifier encore une fois. Parce que la satiété, finalement, on est presque tout le temps en satiété quand on y pense, ben franchement. Souvent, ce qui va nous guider, ça va être l'envie de continuer de manger ou une autre chose qu'on appelle l'appétit prévisionnel. Fait que ça aussi, ça vient stimuler le désir de manger. Donc, l'appétit prévisionnel, lui, sa définition, c'est la capacité que notre corps a à connaître la bonne quantité qu'il doit manger en fonction, encore une fois, de sa capacité à savoir, OK, ben, qu'est-ce que j'ai disponible pour moi en termes d'énergie? Puis, normalement, là, Stéphanie, elle mange à quelle heure? Fait que s'il est, bon, midi et demi, puis que là, il faut que je mange jusqu'à l'heure de mon prochain repas qui serait à 5 heures, ben mon corps va guider à peu près la prise alimentaire. Fait que ça, dans le fond, l'appétit prévisionnel va être ce désir de manger-là qui va éventuellement être éteint lorsque le rassasiement va être atteint aussi. Donc, encore une fois, là, j'arrive avec une nouvelle définition. Le rassasiement, c'est l'extinction du désir de manger. Donc, quand mon corps comprend que j'ai suffisamment mangé, puis que ce que j'ai mangé était vraiment plaisant, il va atteindre l'état du rassasiement, puis le désir de manger va être éteint. Ça, c'est un point qui est très important. Très, très, très important. Encore une fois, dans un objectif de menace, c'est que si la personne dit, ah ben, j'ai suffisamment mangé d'un point de vue cognitif, hein, basé sur des restrictions, basé sur des quantités prescrites par un régime, mais que le désir de manger se poursuit, ben là, des fois, il peut avoir une réaction, une émotion, euh, tout un melting pot de choses, de sensations négatives qui peuvent se produire à l'intérieur de la personne. Fait que ça, encore une fois, on vient déclencher des émotions négatives concernant une règle externe qui serait, ben, normalement, je devrais être contentée avec mes 2 tranches de pain le matin. Et des fois, c'est pas toujours le cas. Des fois, on a quand même envie de manger. Le mauvais exemple, parce que c'est rare qu'on mange des gâteaux au vachon le matin, mais mettons que j'aurais envie, là, ben, on viendrait invalider le fait d'avoir envie de manger un gâteau vachon après nos 2 toasts. Donc là, réaction de menace. Puis finalement, la distension gastrique, ça, c'est un autre repère interne qui est très important. La distension gastrique, dans le fond, c'est tout simplement la capacité de ressentir que notre estomac est plein. Fait que ça, des fois, ça peut être aussi un déclencheur pour certaines personnes. Quand on sent que ça pousse dans le ventre, des fois, ça peut être un peu euh, angoissant selon où est-ce qu'on est là, sur le spectre du trouble alimentaire. Là. Donc, je pense à des personnes qui sont plus dans le spectre de la restriction, comme l'anorexie, par exemple. Fait que de sentir que ça pousse dans le ventre, des fois, ça peut être très anxiogène, ça peut être très menaçant. Puis, à l'inverse, mettons, pour des personnes qui auraient peut-être très peu de distension gastrique, ben, des fois aussi, ça peut être très incommodant ou très insécurisant de ne pas sentir la distension gastrique, bien que la quantité consommée soit supposément assez. Donc ça, c'est pour les sensations physiques. Bon, dans les pensées, je poursuis avec les repères internes. Fait qu'on se rappelle tantôt, bon, je vous parlais du monde interne. Bon, il y a des liens quand même à tracer avec le modèle de Catherine Cotton Cook. Donc,
Les pensées font aussi partie des repères internes. Donc, par exemple, si on pense à tout ce qui concerne l'alimentation, ça serait à quoi je pense avant de manger. Ça serait un exemple. Fait exemple, je pourrais me dire, je devrais faire un meilleur choix. Ou je pourrais me dire, ah, je peux bien manger mon gâteau vachon, tu sais, pour cette fois-ci. Ça serait un exemple de pensée. Fait que je devrais faire un meilleur choix suppose, encore une fois, qu'on ne respecte pas la règle. Ou à l'inverse, ben, je peux bien me permettre de ne pas suivre la règle, mais juste pour cette fois-ci. Fait qu'il y a quand même une certaine menace qu'on va sentir ici dans le discours interne. Du point de vue des émotions, ça serait d'essayer d'explorer ben, comment je me sens en mangeant. Fait que, par exemple, ça pourrait être une sensation de peur, une émotion de peur. Fait que ce choix alimentaire-là va certainement avoir un impact sur mon poids. Fait que quand je suis là-dedans, quand je me dis c'est sûr que ça va avoir un impact, ben, les émotions qu'on ressent vont devenir la menace et donc va venir bouleverser un peu notre capacité, comme je disais tantôt, à sentir nos sensations, nos repères. Donc, si on revient à notre fameuse restriction. Donc, quand on pense à ça, là, on voit d'un côté, bon, la restriction qui se trouve à être des règles qui sont externes. Fait que je devrais pas manger ci, je devrais pas manger ça. Si je mange ça, si je goûte en telle quantité, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ben, c'est sûr que ça vient quand même en contradiction avec les repères internes. Donc, c'est ce qu'on appelle l'indifférence biologique. Fait qu'il va y avoir vraiment une prédominance, encore une fois basée sur le désir de perte de poids, qui est instauré par la grossophobie, hein, la grossophobie sociale, la grossophobie que je vis, autant personnellement qu'à l'extérieur de moi. Fait qu'il va y avoir une indifférence parce que, justement, le désir de perdre du poids est tellement important pour moi parce que j'en ai tellement besoin, encore une fois, consciemment ou inconsciemment. Fait que cette indifférence biologique-là va faire quoi? Mais ça va créer une hypersensibilité aux stimuli alimentaires, aux facteurs sociaux et aussi aux facteurs émotionnels. Donc, cette hypersensibilité-là, ça pourrait se traduire, par exemple, par je reviens du travail, j'ai vraiment eu une grosse journée. Fait que je vais arrêter au métro, puis je vais acheter ma boîte de gâteaux vachon parce que ça me fait vraiment du bien. Puis il me semble là, que juste l'idée de penser à ça, là, ou juste l'idée de passer, juste le fait de passer à côté du métro, ça me donne envie. Les facteurs sociaux, je pense par exemple à justement, bon, une situation familiale, ou est-ce que ben il y a un buffet à volonté avec plein d'aliments qui font tellement plaisir, qui sont tellement réconfortants, ben les personnes qui sont plus dans l'indifférence biologique vont avoir tendance à manger peut-être un peu plus, à manger même si les signaux de la faim et du rassasiement sont pas là. Euh, L'indifférence biologique, évidemment, j'en ai parlé un peu, mais va amener la personne à faire des choix basés sur des croyances. Bon, en l'occurrence, j'ai marqué des fausses croyances parce que généralement, ça ne sera pas nécessairement vrai que, par exemple, ne pas manger des gâteaux vachons va avoir un impact positif sur le poids. En fait, c'est généralement faux que ne pas manger de gâteaux vachons va avoir un poids, va avoir le potentiel de faire perdre du poids. Ça va amener la personne aussi à faire des choix basés sur des repères extérieurs, comme par exemple une règle, ou basés sur des attentes sociales. Par exemple, chez nous, là, je reprends l'exemple que je vais chez mes parents. Chez nous, ben, c'était correct de prendre un gâteau vachon, mais c'était pas correct d'en prendre deux. Donc, si j'ai envie d'un deuxième, ben, parce que mes parents s'attendent de moi à ce que j'en prenne juste un, ben, ça se peut que je ne réponde pas à mon désir de manger. Donc, encore une fois, ici, on peut voir dans ces différents exemples-là la menace. Ultimement, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça entraîne une perte de confiance dans les signaux du corps, parce qu'évidemment, on est toujours entre deux, hein, toujours en train de dire, ben, c'est qui a raison? C'est-tu ce que je sens ou c'est tout ce que tout le monde me dit?
Puis ça, ben, évidemment, en ayant plus cette confiance-là que mon corps peut me guider adéquatement, ben, ça va venir alimenter le cadre extérieur, donc la restriction cognitive ou la restriction alimentaire, et donc, c'est ça, m'amener à chercher davantage de repères à l'extérieur de moi. Donc, ce qui va arriver, en fait, c'est qu'il va y avoir deux états différents qui vont alterner. Il va y avoir l'état d'inhibition. Inhibition, ça veut dire que je suis inhibée, je ne réponds pas à ce qui est à l'intérieur de moi. Je ne réponds pas au désir qui est à l'intérieur de moi. Donc, je suis inhibée, je ne réponds pas, disons, à l'envie de manger sans perdre le contrôle. Il va y avoir une phase volontaire. Ça, c'est moi, je prends consciemment la décision de ne pas écouter mon repère interne. Par exemple, ne pas manger la troisième tranche de pain dans ma journée, ne pas manger le petit gâteau vachon. Je renonce volontairement à écouter ces envies-là. Ou je renonce volontairement à déjeuner le matin, même si j'ai faim, par désir de perdre de poids. Il va y avoir, par contre, une phase qui est inconsciente. Ça, c'est très important parce que des fois, elle va comme nous entraîner dans des comportements alimentaires que la personne peut juger comme menaçants. Par exemple, la peur du manque. Les petits gâteaux vachons, là, j'en ai jamais. Ben, la fois où est-ce que je vais m'en acheter une boîte, ben, ça se peut que je la mange au complet parce que j'en mange tellement pas souvent que je me dis, il faut bien que j'en profite cette fois-ci. Euh, il pourrait avoir aussi, ben, ouais, dans le fond, il y a aussi le couple qu'on appelle frustration-culpabilité. Je suis tellement tannée de pas en manger des petits gâteaux vachons, puis moi aussi, j'ai bien le droit d'en manger. Là, je me le permets. Mais quand je me le permets, ah, j'aurais pas dû, hein. C'est vraiment pas bon pour moi, là, tu sais. J'atteindrai pas mon objectif de perdre de poids, puis là, la cassette part. La, la culpabilité part. Et finalement, il va y avoir aussi le trouble du réconfort, qui est étroitement lié avec la difficulté à écouter nos signaux de la faim et du rassasiement. Donc, le trouble du réconfort, ça va se définir comme la difficulté à ressentir la satisfaction quand on mange, qui entraîne généralement l'extinction du désir de manger. C'est comme s'il y a tellement d'émotions négatives qui sont vécues que la satisfaction ne peut pas être présente, le plaisir ne peut pas être présent parce que c'est trop contradictoire. On ne pourrait pas vivre autant d'émotions négatives, autant de peur, puis quand même se sentir heureux. Ça ne fit pas dans le système nerveux. Ça fait que le désir de manger ne peut jamais diminuer. Donc, on reste toujours sur notre envie de manger. C'est de là que découle, par exemple, l'obsession des petits gâteaux vachons. Hein, des fois, ça arrive. Là, je suis tout le temps obsédée, je pense tout le temps à ça. Des fois, c'est là que des gens vont me dire, ben, moi, je peux pas écouter mes signaux, là, Stéphanie, parce que si j'écoute, mettons, mes envies de manger puis mes signaux, ben, je vais tout le temps manger des petits gâteaux vachons, puis je vais genre manger ça 14 repas par semaine, exemple. Ben, c'est souvent à cause de cette difficulté-là à trouver satisfaction. Ah oui, j'avais mis des petites animations. Et finalement, le deuxième état, là, on se rappelle, on était dans l'état d'inhibition. Puis là, il y a l'état de désinhibition avec perte de contrôle. Là, c'est vraiment le gros laisser-aller. On tombe plus vers de la compulsion alimentaire, on tombe plus dans des excès. Ça peut même aller jusqu'à la crise de boulimie. Puis, il y a vraiment la sensation de perte de contrôle qui peut s'en découler. Les trois déclencheurs majeurs seraient les stimuli alimentaires dont on a déjà parlé un peu. Je vois un aliment que j'ai envie de manger, donc je me le permets parce que je suis hypersensible. La restriction, un peu comme on disait tantôt, je suis tellement frustrée que j'ai bien envie de m'en permettre. Puis là, on n'ouvrira pas trop là-dessus aujourd'hui, mais c'est sûr que ça peut être un petit peu plus délicat aussi, mais les émotions, le besoin de réguler ses émotions avec la nourriture ou vraiment la dépendance alimentaire, l'utilisation récurrente de la nourriture pour justement
calmer un besoin qui est différent ou plus grand chez la personne. Donc, comme on en parlait, là, je vois le temps qui file. Là, je savais que j'allais pas être bonne avec le temps, fait que je vais y aller rondement pour ça, mais il y a une perte de poids. C'est ça, la peur de prendre du poids qui devient notre menace, qui entraîne la réaction de stress. Puis tout ça vient créer un gros cercle vicieux, notre cercle vicieux du stress. Donc, ça m'amène à vous parler, là, en fait, d'un principe qui est très fondamental là, au niveau de la biologie humaine. Bon, on a notre système nerveux autonome, OK? Ce qui va nous intéresser particulièrement, ça va être le système nerveux sympathique, OK? Lui, pour faire ça très succinctement, c'est que lorsqu'il perçoit une menace, mais une menace possible à gérer, il va chercher à soit se battre ou à fuir la menace. OK? Donc, par exemple, j'ai envie de manger un petit gâteau, un deuxième petit gâteau. Ben, si à l'intérieur de moi, je sens que c'est possible de résister au deuxième petit gâteau, ben, ça se peut que je sois capable de lutter, ça se peut que je sois capable de me défiler par rapport au petit gâteau. Par contre, à l'intérieur de moi, il va quand même avoir une réaction de stress. Si vraiment c'est trop intense pour moi, là, on va tomber dans le système nerveux parasympathique. Normalement, c'est le système nerveux qui contrôle la digestion, l'énergie corporelle, la restauration, récupération. Très relax, le système nerveux parasympathique. Sauf que des fois, ça se peut qu'il soit quand même activé lorsque le danger ou la menace est extrême. Fait que ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on a l'impression qu'on ne sera pas capable de faire face à la menace, on ne sera pas capable de résister. Fait que là, il va y avoir une réaction d'immobilité qui va être soit figée ou s'évanouir. Là, évidemment, en l'occurrence, ça ne sera pas s'évanouir concrètement, c'est rare que ça va arriver, mais ça va peut-être se transposer comme, disons, l'incapacité à prendre une décision, avoir beaucoup, beaucoup de brouillard mental, pas être capable de commencer à cuisiner, par exemple. Fait qu'on fige ou on est très confus. Donc, ouais, je vais passer tout de suite à ça. Fait que ma réponse de stress, en fait, ce qui va arriver, là, puis là, c'est là que notre système nerveux devient un peu dans un cercle vicieux, c'est qu'en fait, il y a notre menace, OK? Le petit gâteau vachon qui risque de me faire prendre du poids. Fait que la menace est détectée, puis là, on commence à produire des hormones de stress. L'affaire avec les hormones de stress, c'est que quand ça revient au cerveau, le corps fait que focusser sur la menace. Il n'est plus capable de focusser sur rien. Pourquoi? Parce que ma survie est en jeu. Fait que si je le mange, le petit gâteau vachon, ben, je vais prendre du poids. Et si je prends du poids, ben, ça se peut que je me fasse rejeter par ma famille. Parce que chez nous, ben, à chaque fois que je prenais du poids, je ressentais des choses très inconfortables par rapport à ma famille. Mes parents m'envoyaient des signaux que je n'étais pas adéquate, que je n'étais pas à la hauteur, etc. On est dans des spéculations, mais ça pourrait être aussi la société. Fait que, par exemple, ben, tu sais, je pourrais pas faire les activités que je veux. Moi, j'aimerais bien ça, aller au cinéma, tu sais, aller dans la salle de spectacle. Mais si je continue à prendre du poids, ben, je serai pas capable. Fait que là, on est encore une fois dans, ben, je serai pas capable de vivre la vie que je veux. Fait que là, hyper focus, la menace, le gâteau vachon, faut que j'arrête de manger le gâteau vachon. Le problème, si on revient, bon, ici c'est un hamburger, là. Le problème, c'est qu'en fait, là, les distractions vont s'accumuler. Fait que là, la communication, dans le fond, entre le corps et l'esprit va devenir pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que, ben, je me dis, j'aurais dû prendre telle autre affaire à la place. Puis là, ah ben là, il y a quelqu'un qui me voit en train de manger cet aliment-là. Là, par-dessus ça, je me dis, ben le temps qu'à avoir cédé, tu sais, je vais en profiter. Puis là, je me dis, ben, je m'en permets jamais. Je veux quand même pas le gaspiller.
Fait que même si des fois, je peux percevoir des élans de rassasiement, peut-être que je me dis un peu dans le tout ou rien, un peu dans la peur du manque, ben, je vais en profiter pendant que ça passe. T'sais. Puis après ça, whoop, là, les relents de peur arrivent à nouveau. Fait que là, je dois absolument arrêter, sinon je vais prendre du poids. Mais là, à quoi bon, tu sais, au poids où je suis rendue? Puis là, tout ça, ça s'accumule. Pourquoi? Parce que la menace est tellement grande. Puis là, comme on disait tantôt, notre cercle vicieux embarque. Fait que là, l'hormone du stress remonte. Puis là, le cortisol, par exemple, ben lui, là, excusez-moi, là, je vais juste aller trouver mes petites notes, là, je les connais pas toutes par cœur. Mais le cortisol, ah oui, c'est ça, il va affecter mon humeur. Fait que là, ça se peut que ça m'entraîne dans un cercle vicieux où est-ce que là, je vois encore plus négativement, je vois encore plus la menace parce qu'évidemment, je veux éliminer la menace. Fait qu'il faut que je sois attentive. Mais là, ça m'entraîne dans un cercle vicieux. La logique est altérée, évidemment. Tu sais, quand on a peur, on ne peut pas réfléchir de façon rationnelle. Parce que là, mon cerveau, comme on disait tantôt, ben, la menace est peut-être trop grande. Fait que là, je me trouve dans un état où c'est mon système nerveux parasympathique qui me ramène dans un état d'immobilité. Fait que là, c'est difficile pour moi de raisonner. Je ne me sens pas en sécurité. Fait que ce qui fait en sorte que toute notre attention est désactivée du repos et de la digestion, comme on disait tantôt, hein, parce que ça, c'est notre relax, notre mode relax. On ressent bien nos signaux pour finalement porter toute son attention sur la menace. Comment développer une réponse optimale? Et on va enchaîner. Donc, grosso modo, là, ce qui est vraiment important, ce qui est à retenir, c'est de retrouver un sentiment de sécurité. OK? Souvent, la première étape que j'ai pas écrit ici, là, mais ça va être vraiment de remarquer qu'on est dans une réaction de stress, puis de vraiment nommer la menace. OK? Fait que ça pourrait se refléter un peu dans la pleine conscience slash diffusion de la pensée, mais déjà de juste remarquer que là, en ce moment, je suis figée parce que la menace devant moi est trop grande, serait déjà la première étape. Une fois que ça c'est fait, ben là, on peut utiliser notre système nerveux de façon volontaire pour désactiver le système sympathique en réactivant volontairement le système nerveux parasympathique. Fait que ce que je veux dire par là, c'est la respiration diaphragmatique. Fait que dans le fond, tout là, notre système relax, là, comme je disais tantôt, bon, digestion, repos, récupération, est vraiment connecté avec la respiration. Donc, si on contrôle notre respiration, que ce soit en chantant, que ce soit en faisant des exercices de cohérence cardiaque. Ça, vous pouvez trouver ça sur des applications de pleine conscience, de méditation, ou en faisant vraiment concrètement des respirations yogiques. Ben, ça va, ça va désactiver, c'est ça, le système sympathique, ça va ralentir la fréquence cardiaque et ça va doucement ramener l'état de calme dans le corps. Sinon, une autre technique, ça serait la diffusion de la pensée, qui se trouve à se positionner un peu comme un observateur externe de ce qui est en train de se passer dans le corps. Fait que la fusion, là, la pensée fusionnée serait je vis de l'inquiétude. Puis là, je suis en train de manger, puis là, je me sens inquiète parce que là, j'ai peur de prendre du poids, etc. La conscience serait de dire ben, je reconnais qu'en ce moment, je me sens inquiète de ce que je suis en train de manger. Puis la diffusion serait un pas de plus pour dire, là, je remarque cette histoire-là. Cette histoire-là est basée sur telle chose de mon histoire à moi qui génère de l'inquiétude quand je mange cet aliment-là. Fait que là, on est capable vraiment de prendre un pas de recul, de remarquer l'histoire et de potentiellement revenir dans un état de sécurité en disant, ben là, c'est juste, on s'entend? Mais c'est le phénomène de la grossophobie, c'est mon désir de perdre de poids qui est en train de prendre le dessus en ce moment. Fait qu'est-ce que je peux essayer de retrouver de la sécurité? C'est pas vrai que mes parents m'aimeront plus parce que je prends du poids. Ça, c'est une histoire que moi, j'ai compris.
Mais c'est pas vrai que mes parents m'aimeront plus. C'est juste mon histoire. Fait que ça, ces deux stratégies-là, c'est deux stratégies qui peuvent sembler plutôt simples, mais qui demandent beaucoup de pratique. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez l'essayer, mais des fois, ça se peut que vous ayez besoin d'un professionnel vraiment expérimenté pour vous guider là-dedans. Fait que c'est deux petits trucs que je vous donne pour euh, oups, avancer. Puis, bon, là, la sécurité retrouvée, on en a parlé, mais je ne vais pas embarquer là-dedans. Mais on en a parlé un peu partout là, pendant la présentation. Merci tout le monde d'avoir été présent. Bonne fin de journée.